Bonjour. Pour commencer, un grand merci pour cette invitation à faire un portrait d'espèce, qui sera pour moi un portrait d'espèce au pluriel, et qui me donne aussi l'occasion de revenir sur des sites et sur des questions que j'explore avec ma double pratique de chercheuse en littérature, puisque je suis chercheuse en littérature comparée, et puis en tant que telle attentive aux formes du discours. Et l'autre pratique, c'est celle d'écrivain. Lorsque Pérec faisait paraître, je me retourne parce que vous allez voir le travail d'Arnaud Tételin en direct se former sous vos yeux, et je suis déjà curieuse de savoir ce qui va prendre forme. Donc, lorsque Pérec faisait paraître en 1974 Espèces d'espace, je ne suis pas sûre qu'il ait pensé, ou peut-être pas tout de suite, aux espèces animales et végétales qui peuplent des espaces. À bien y réfléchir pourtant, je n'arrive pas à imaginer un espace qui serait absolument dépourvu d'espèces. Cet espace, s'il devait exister, serait effrayant. Une ville au trottoir complètement lisse, sans herbe folle surgie de failles infimes dans l'asphalte au pied des immeubles. Une maison sans araignées, où l'été, par les fenêtres ouvertes, n'entrerait ni mouches, ni moustiques, ni abeilles égarées. Alors les deux espèces dont il sera question aujourd'hui, phragmite et pique-prune, et que je vais traiter de manière complètement inégalitaire parce que je vais longuement parler du phragmite et brièvement du pique-prune, ces deux espèces apparaissent dans deux espaces auxquels je me suis consacrée d'une part pour l'un et auxquels je me consacre actuellement pour l'autre. Ce sont deux espaces marqués par la destruction et par la transformation, qui sont peuplés de différents acteurs qui représentent parfois des intérêts divergents. Je m'intéresse à ces transformations, à ces tensions. Je m'intéresse surtout à la manière dont se constituent les récits de ces mutations, de ces luttes, car ces récits sont au cœur d'un enjeu de pouvoir sur le réel. J'aimerais commencer par une histoire, qui est une histoire vraie, où il n'est question ni de phragmite ni de pique-prune, mais déjà de l'un des lieux qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir la décharge de Fresh Kills à Staten Island. Cette décharge, donc aux États-Unis, à New York, a ouvert en 1948 pour une période initiale de 3 ans, et puis elle ferma finalement définitivement en mars 2001 pour réouvrir quelques mois plus tard dans l'urgence du 11 septembre. En fait, la décision de la fermeture, donc 1948 ouverture, on promet 3 ans, ça se prolonge. Et puis ensuite, la décision de la fermeture va être prise en 95-96. Et comme il y avait 4 montagnes de déchets d'âges différents, il y a des traitements qui vont commencer dès 95-96. Voilà, la chronologie n'est pas continue sur le site, mais en tout cas, en mars 2001, il y a cette fermeture définitive. Et en septembre, le 11 septembre, la brève réouverture. Alors cette histoire, elle me vient du site des archives d'histoire orale du département sanitaire de New York, où vous pourrez l'entendre aussi, racontée par Martine Bellou, qui était en 2001 directeur de ce département. La police était venue effectuer, avec le département, le tri de tous les débris qui venaient des tours, et elle avait placé ces quartiers sur l'un de ces 4 monts de Fresh Kills. Et ici, je vais reprendre maintenant presque mot à mot, et j'espère que vous l'entendrez un peu dans ce que je vais vous lire, le récit de Martine Bellou, afin que vous entendrez un peu sa voix. La police était gênée par les mouettes, un très grand nombre de mouettes, et pensait avoir des solutions. Ceux du département sanitaire, qui avaient l'expérience des mouettes, savaient, eux, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. La police avait, par exemple, essayé d'utiliser l'enregistrement d'une mouette en détresse pour faire partir les autres, mais cela n'avait rien donné. Puis, un jour, était venu un monsieur, là, Martine Bellou dit « a gentleman », avec un faucon. « Allez-y », avaient dit les gars, « mais vous n'y arriverez pas.
Le faucon, c'était pourtant censé être la solution infaillible. Le faucon allait parcourir la décharge et chasser les mouettes. À ce moment, l'anthropologue qui mène l'entretien demande « Il y avait beaucoup de mouettes ?»« Des tas, répond Martin Bellou. Et donc, ils avaient lâché le faucon. Et lui, Martin, avait vu, quelques heures plus tard, le faucon, entouré de mouettes, perché parmi elles au soleil. Ils avaient fait ami-ami et profité ensemble de la belle journée. » Et il ponctue cette première histoire de rire. Les mouettes et les décharges, c'est une histoire ancienne, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment on la raconte, cette histoire. Avec quel terme et avec quel point de vue. Comment, de ce fait objectif, il y avait un grand nombre de mouettes sur les décharges, on fait un récit. Un récit où, vous l'aurez remarqué, il est d'ailleurs moins question en fait de mouettes ou de faucons que de la vanité de ceux qui arrivent en pensant avoir des solutions impressionnantes. Un faucon, alors que ceux qui travaillent sur le site depuis des décennies savent bien que pour chasser les mouettes, peu de solutions sont efficaces, que ni l'enregistrement ni le faucon ne font de toute façon partie de ces solutions. Et je vais tenter ici l'hypothèse que lorsqu'il est question d'espèces, animales ou végétales, il est toujours aussi question, comme en un reflet déformé, de forger un récit qui traduise un certain rapport à notre environnement. On fait rarement le portrait d'une espèce pour elle-même, en elle-même. On parvient difficilement sans doute à la percevoir pour elle-même, autrement que par un biais culturel déjà présent. Ainsi, lorsque Ted Steinberg écrit dans Gotham Unbound, un livre qu'il consacre à la manière dont New York s'est agrandi aux dépens des espaces naturels qui l'environnent, donc lorsque Ted Steinberg, qui fait un travail d'histoire environnementale, évoque les mouettes qui ont proliféré sur le site de Fresh Kills dès l'ouverture de la décharge en 1948, il les décrit comme des animaux opportunistes qui peuvent se satisfaire de tout type d'alimentation. Et il leur oppose les pluviers siffleurs qui, eux, sont plus exigeants, plus picky, et qui ne vont pas demeurer sur le site, alors que les mouettes se font un festin quotidien des tonnes d'ordures empilées chaque jour sur ce même site. On voit ici à l'œuvre, comme très souvent, ce geste de personnification, la construction d'un caractère associé à l'espèce, qui va faire jouer la mouette proliférante et un peu vulgaire contre le pluvier délicat qui quittera la décharge. Or, nous dit Ted Steinberg, si Fresh Kills avait eu un blason durant les années où grandit la décharge, l'animal qui aurait figuré sur le blason, cela aurait été précisément une mouette, et la plante, j'y viens enfin, ça aurait été un phragmite. Alors vous savez peut-être ce que c'est qu'un phragmite, mais pour ma part, je l'ai longtemps ignoré. Et la première fois que j'ai entendu parler de cette plante, c'est sur le site de l'Alliance. L'Alliance, c'est l'organisation qui est responsable de la gestion et de la communication autour de la transformation de la décharge de Fresh Kills en parc. En fait, après 2001, lorsqu'enfin la décharge a été fermée, il fallait bien faire quelque chose de ces 890 hectares de déchets et la décision a été prise de les recouvrir, donc pour créer un grand parc, en essayant autant qu'il était possible, et j'insiste ici, de restaurer ce paysage qui avait été un paysage de marécages et d'eau salée et de retrouver aussi la biodiversité d'origine, le biotope rare et précieux, détruit par plus de 50 ans de décharges dites sanitaires. Donc j'ai consacré un livre au récit de cette restauration en essayant de montrer qu'il s'agit en fait d'un récit de rédemption, le récit de communication qui va être mis en œuvre par l'Alliance, donc cette association qui est chargée de la communication du parc, c'est le récit d'une rédemption. Il n'est pas question d'essayer de nier la mémoire de ce qu'a été Fresh Kills, donc une décharge, mais bien plutôt d'intégrer cette mémoire de la dévastation à un récit de réparation qui va s'achever sur un happy end glorieux. La nature revient à Fresh Kills et il est désormais possible de recycler la terre, c'est le slogan de l'Alliance, recycling
the land, revealing the future. C'est pour ça aussi que je parle de rédemption. Il y a presque un élan messianique vers un avenir qui va être révélé. Et donc, il est possible de transformer une zone sacrifiée en parc florissant, de redonner aux rives leur apparence de jadis et d'affirmer que l'eau de la rivière qui traverse ce site est d'une pureté incomparable. Et c'est au sein de ce récit de réparation ou de restauration quasiment à l'identique de ce que fut Fresh Kills avant la décharge que le phragmite va jouer un rôle non négligeable. Le phragmite, c'est une plante que vous connaissez peut-être. Je vais vous dire précisément à quoi ressemble cette plante. Vous n'en voyez pas encore, mais un petit peu plus tard, simplement pour vous laisser peut-être imaginer aussi et puis laisser résonner ces syllabes de phragmite. Alors en 2014, lorsque je commençais à m'intéresser à cette transformation, je fréquentais assidûment le site internet de l'Alliance. Ça a été une de mes sources, une de mon corpus pour analyser un petit peu la communication de l'Alliance. Et ce que j'ai vu, c'est que sur les zones du parc qui étaient déjà transformées et qui faisaient l'objet d'ouvertures brèves pour le public intéressé, on proposait de participer à des actions qui s'apparentaient à des actions de désherbage, de débroussaillage, à des actions de lutte contre les phragmites. Donc je parle ici des parties de la décharge qui étaient déjà naturellement recouvertes et transformées en parc. Et donc imaginons ensemble cet espace, ce nouveau parc, construit sur une montagne de déchets, pourvu d'une infrastructure sanitaire qui permette de continuer à traiter le site, où la décomposition de ces déchets est toujours en cours, où le liquide qui suinte des déchets, donc les lixivias, sont toujours recueillis, où il y a des petits becs rouges qui vont sortir de terre et qui indiquent qu'ici il y a du gaz, il y a du méthane et qu'il y a une tuyauterie pour acheminer le méthane, le transformer et permettre de chauffer les foyers alentour. Donc, imaginons ce site hybride et transformé, cette décharge qui est devenue parc, mais qui n'a pas complètement cessé d'être une décharge, puisque les déchets sont toujours là. Et sur ce site-là, on propose à des petits groupes de volontaires d'aider à régler ce qui devait apparaître comme l'un des problèmes récurrents de la gestion de la flore du parc, et comme une forme d'obsession, les phragmites. Pour moi qui n'en avais jamais vu, ces phragmites ne pouvaient être que des plantes malfaisantes. Donc vous noterez ici la résonance morale de ce terme, parce qu'il y avait une telle énergie qui semblait déployée à les combattre que je ne pouvais rien imaginer d'autre qu'une sorte de mauvaise herbe dotée de piquants, inélégante, immense, qui envahissait tout. Et lorsqu'en 2015, enfin, j'ai visité ce parc en compagnie d'un petit groupe d'étudiants en management environnemental de la New School à New York, il a de nouveau été question de ces phragmites. Donc dans cette visite, le début de la visite était consacré à la transformation de la décharge en parc. Et puis ensuite, il y avait toute une partie où il nous était annoncé, on avait une guide, on était une dizaine de personnes, qu'on allait maintenant parler des questions écologiques. Et pour ces questions écologiques, c'est à ce moment-là que les phragmites sont reparus. Et je vais vous lire ici un bref extrait de ce livre que j'ai consacré à Fresh Kills, puisque dans ce bref extrait, il est à la fois question de restauration et puis, vous le verrez à la fin, de cette lutte contre les phragmites. Donc voilà, je commence la lecture du bref extrait. Le long du trajet, nous longeons la rivière de faible profondeur qui traverse le site, qui l'a toujours traversé, bien avant même l'existence de la décharge, quand il n'y avait ici que marécages et vie sauvage. Notre guide nous parle de biodiversité, de toutes les plantes qui sont replacées sur le site, des 100 espèces d'oiseaux qui ont choisi d'y vivre. Des scientifiques viennent spécialement dans le parc pour étudier leurs habitudes de nidification. D'ailleurs, nous allons tout juste passer devant le poteau téléphonique où un balbuzard a fait son nid, le tout premier dans le parc. Notre guide demande à Greg, le chauffeur de la camionnette, si c'est bien ici, et Greg le lui confirme, c'est le bon poteau. Elle s'exclame alors, le voilà. Et le voilà, effectivement, tout en haut du poteau, le bel oiseau. Nous franchissons le pont qui relie la partie ouest à la partie est du parc, et ici encore, tout en haut d'un poteau, un nid de balbuzard. On y distingue deux ombres, celle d'un oiseau adulte, celle d'un jeune, dont la petite tête dépasse juste du nid. La camionnette s'arrête et les étudiants sortent pour quelques photos. Juste avant, nous sommes passés devant un des étangs artificiels où les eaux de pluie sont recueillies et où cohabitent désormais poissons, hérons, tortues.
Mais à présent, c'est bien l'eau de la rivière qui serpente sous nos yeux. Herbes et joncs sont caressés par le vent, les étudiants remontent dans la camionnette et notre guide nous rappelle que pour ceux qui avaient décidé d'en faire une décharge, Fresh Kills n'était qu'une terre marécageuse infestée de moustiques. Mais l'on sait bien désormais, dit-elle, que les zones humides ont une réelle utilité écologique. Je me demande si le parc peut être aujourd'hui encore considéré comme une zone humide. Dans ce lointain futur où aucune trace visible ne demeurera du recyclage entrepris ici, le site sera-t-il redevenu naturel, même dans ses couches profondes? Et que signifiera alors ce mot, naturel? La camionnette blanche s'arrête de nouveau et nous descendons. Megan, donc c'est notre guide, évoque les partenariats établis avec une organisation qui aide à relocaliser ici les plantes qui s'y trouvaient originellement. Elle évoque aussi le problème posé par les phragmites, espèces végétales, dit-elle, qui envahissent des zones entières et dont il est difficile de se débarrasser. De fait, on peut voir sur le site internet du parc, parmi les activités proposées aux visiteurs, une chasse aux phragmites pour la protection des espèces natives. Les chèvres s'acquittent aussi de cette tâche très efficacement. Donc voilà où les choses en étaient en 2015. Et en fait, ce que j'ai appris plus tard, c'est que ces phragmites, ces terribles phragmites, sont en réalité de simples roseaux communs. Donc des plantes très résistantes qui, comme l'écrit Ted Steinberg, peuvent proliférer même dans des zones polluées. Je reviens ici à l'ouvrage de Steinberg, où il explique leur prolifération à Fresh Kills comme le résultat de deux facteurs. D'une part, la décharge, et d'autre part, le creusement de fossés dans les marécages à des fins de lutte anti-moustique. Steinberg, qui décrit, lui, le phragmite comme, je cite, le Mohamed Ali du monde des herbes, indique que la plante est si agressive qu'elle empêche la persistance de la végétation autochtone, par exemple de la massette ou d'un autre type de roseau. En outre, sa taille peut dépasser celle d'un panier de basket-ball et sa pousse est si dense qu'elle transforme certaines zones en un fourré impénétrable. Mais ce que je comprends surtout en lisant Steinberg, c'est que dans les représentations qui ont cours à Staten Island et plus loin ailleurs aussi sans doute, le phragmite est si indissociablement lié à la décharge que cela semble occulter ce qui pourrait apparaître, d'un autre point de vue du moins, comme des qualités. On a toujours vécu avec des roseaux, on s'en est servi pour de la vannerie, c'est pas une plante qui nous est étrangère, c'est pas non plus une plante toxique. Et d'ailleurs, du fait même de leur résistance, les phragmites sont par exemple utilisés à des fins de filtrage et de dépollution, parce qu'ils peuvent se nourrir de métaux lourds et en purifier la terre ou l'eau où ils sont implantés. Par ailleurs, alors c'est des considérations différentes, mais le phragmite est une belle plante, si on peut dire ça comme ça, dont l'apparence change au cours des saisons, se parant de couleur cuivrée à l'automne. Vous les voyez ici, les phragmites, hein, Arnaud? Voilà les phragmites, et voilà, et surtout ici, le phragmite dans sa petite loupe bleue. Néanmoins, dans la mesure où le phragmite est envahissant, on peut se demander si, du point de vue de la biodiversité, leur présence sur un site comme Fresh Kills représente un problème majeur. Alors là, moi j'arrive à la limite de mes compétences. Il y a une seule chose qui continue de m'intriguer, c'est sur cette question invasif, envahissant, on dit invasive en anglais, et on fait cette distinction entre une plante autochtone qui serait envahissante et une plante invasive qui serait alloctone. Je n'ai pas réussi à savoir s'il y avait déjà des phragmites avant la décharge. Mais ce que je constate en tout cas, c'est qu'on a affaire ici à la construction d'un récit dans lequel le phragmite envahissant est l'ennemi, parce que c'est la trace persistante d'un passé qu'il s'agit d'effacer. Le phragmite, c'est l'empêcheur de restaurer en rond, de manière complète et totale, la nature originelle, censément originelle, qui est incarnée ici par les espèces autochtones. Le terme anglais, c'est « native ». L'enjeu de la lutte contre les phragmites, qui ne sont jamais désignés autrement dans la communication du parc que comme envahissantes, c'est toujours invasive phragmites, c'est cela, c'est qu'il prend la place des espèces autochtones dont la présence est pourtant si grandement désirée sur le parc, puisque ce retour des espèces autochtones fait partie du projet de restauration. Il
y aurait beaucoup de choses à dire, sans doute, sur cette construction, mais une des choses, pour ma part, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'entendre résonner dans ce mot autochtone, native, l'histoire complète de Staten Island, où les premières traces donc, de présence humaine avérée datent de l'an 1000, mais sont sans doute bien antérieures. Et les premiers habitants du lieu, les autochtones, les natifs, avant l'arrivée des colons hollandais, en 1600, appartenaient à la tribu les Napes et ils ont été exterminés après par les colons. Donc je laisse résonner ce mot avec et je le mets en parallèle avec cette insistance à rétablir ce qui est natif, ce qui est autochtone. Et je vais tenter ici, dans le même temps, ce qui n'est ici pour l'instant qu'une hypothèse, c'est qu'essayer d'effacer toute trace de l'action anthropogène sur ce site, c'est tenter de le rendre à un état de nature. Il s'agit ici non seulement de rétablir une biodiversité, peut-être au plus proche de ce qu'elle fut, mais aussi dans le même temps, le paysage retrouvant l'aspect supposé qu'il avait à son origine. On parle quand même d'une terre plate qui devient une terre avec quatre collines de déchets, hein. Mais quoi qu'il en soit, donc le paysage qui doit retrouver cet aspect qu'il avait à son origine permet aussi de retrouver un temps où la destruction n'avait pas encore eu lieu. C'est comme une machine à remonter le temps, en fait, cette restauration. Et cette lecture, donc, elle se base à la fois sur cette résonance du mot native, natif, sur cette insistance aussi que j'essaie de comprendre à se débarrasser des phragmites, mais peut-être que quelqu'un qui travaille dans la gestion de la flore dans ce type de milieu pourra me donner une réponse toute simple que moi je n'aurais pas vue. Et malgré tout, en fait, pour cette communication, j'ai essayé d'analyser un nouveau corpus, donc pas seulement le corpus du site internet officiel, mais aussi le corpus de la communication qui se fait sur les réseaux sociaux, qui est donc la communication de Fresh Kills Park, qui est faite sur les réseaux sociaux. Et donc je vais citer, à titre d'illustration, sans forcément toujours les commenter, une sélection de ces types de communication. Donc quelques posts. Dès 2011 et 2012, on a une communication qui est tournée donc vers le problème des phragmites. Les héroïnes de la lutte contre les phragmites, c'est un petit troupeau de chèvres qui vont s'acquitter si bien de leurs tâches que le New York Times va leur consacrer un article spécifique. En octobre 2014, lors d'une journée de nettoyage d'une partie du parc, alors le parc fonctionne avec des journées à thème, donc la journée du nettoyage, on a l'invitation suivante: « We'd love to have you as weed warriors at the park ». Donc les guerriers, hein, on note ici la métaphore guerrière qui signale le phragmite comme l'ennemi à éradiquer. En juillet 2014, lors d'un samedi consacré aux espèces invasives, on voit des photos sur le site de participants à ces journées donc de débroussaillage. À la fin de la journée, leur phragmite sous le bras, un peu comme des chasseurs avec leur gibier, sauf que là, c'est des ballots de phragmites. Phragmites qui d'ailleurs, une fois arrachés, parce que tout se recycle et en reste vertueux, vont servir à la fabrication manuelle de papier lors d'un atelier artistique proposé à ces mêmes participants. Le 7 mai 2020, on peut lire: les phragmites sont aussi beaux qu'ils sont... Je traduis de l'anglais. Hein. Les phragmites sont aussi beaux qu'ils sont envahissants. Si vous avez essayé de les éliminer manuellement, vous savez à quel point leurs rhizomes sont fortement rattachés à la terre et vous avez dû pas mal vous dépenser. Partagez vos pensées au sujet des phragmites invasives. À quoi répond une personne, Dawn E. I wish we could remove them all and replace them with something native. Donc j'aimerais qu'on puisse toutes les arracher et les remplacer par quelque chose d'autochtone. Réponse gratifiée d'un cœur par l'hôte de la page. Le 5 septembre 2020, on a un post consacré à la spartine à feuilles alternes, plante autochtone qui permet de lutter contre l'érosion du rivage, qui ressemble, pour mes yeux de non-spécialiste, à un roseau. Le post mentionne le phragmite, puisque sur la même image, on voit ces spartines et des phragmites, et indique que le phragmite peut avoir le même effet, donc de lutte contre l'érosion du rivage, mais le phragmite est alors présenté comme « the invasive phragmite » qui réduit la biodiversité. En un coup d'œil pour essayer de comprendre ce que sont ces spartines, j'apprends que la spartine est elle aussi une plante envahissante.
Le 21 octobre 2021, enfin, un post écrit à l'occasion de la journée à thème « Retour vers le futur ». Je cite « À mesure que nous avançons, il est important de savoir regarder en arrière. Au cours des 400 dernières années, 85% des marais salés et 99% des zones humides ont été détruites à New York. Mais sans ces environnements vitaux, animaux, plantes et personnes courent le risque d'être déplacés. » Donc, 2021, on remonte de 400 années et on arrive en fait au XVIIe siècle, à savoir à l'arrivée des premiers colons à Staten Island. Et on voit ici, alors c'est un post bref, donc que je vais essayer de ne pas surinterpréter, mais qui fait quand même partie d'une stratégie de communication qui a été forcément réfléchie. Donc on a ici une sorte d'histoire linéaire qui va opposer implicitement une vie harmonieuse avant l'arrivée des colons à une ère de destruction. Et c'est ce type de message précisément qui me laisse penser que le récit ici déployé laisse entendre qu'il y aurait peut-être davantage à racheter dans l'introduction d'espèces autochtones que les 50 années de décharge qui ont certainement créé un pic très net de destruction de marais, alors que cette même zone était, à l'orée du XXe siècle encore, relativement protégée. Là, on a comme si on avait une histoire linéaire de destruction de 400 ans, alors qu'en réalité, la destruction réelle, elle a commencé un petit peu avant 1948, mais en tout cas pas avant le XXe siècle. Ce récit permet aussi de ne plus faire référence à la décharge, mais d'englober cet épisode de la décharge dans une temporalité plus large et qui crée aussi la référence à un temps idyllique, justement ce temps où vivaient encore les natifs à Staten Island. Et je me demande donc ici dans quelle mesure l'idée d'une réparation de la violence environnementale ne va pas implicitement de pair avec l'idée d'une réparation ou d'un rachat de la violence historique, comme si peut-être s'acquitter de l'un, on recycle la terre, permettait aussi de ne pas réellement avoir à s'acquitter de l'autre. Si je retournais à Freshkills aujourd'hui, en tout cas, c'est sans doute sur cette question-là que je me pencherai. Je passe au pic prune. J'ai pas vu s'il y avait les déchets qui ont été déjà... Les déchets... Ils ont été recouverts, ça y est, c'est restauré. Alors, le pic prune. Le pic prune, là, je vais pas faire de suspense. Le pic prune, c'est un coléoptère et qui a été en France un héros. Le héros d'une lutte de longue haleine qui est relaté comme suit par un article du Monde en 2010. Je cite le titre de l'article. « Le pic prune, scarabée amateur de vieux arbres, sème la discorde chez les hommes. » Voilà, donc ici, en termes d'agentivité du pic prune, c'est assez puissant. De fait, le coléoptère en question, ce pic prune, n'est pas amateur de vieux arbres, comme on pourrait l'être de bon vin. Il se trouve qu'il a pour seul habitat, ce coléoptère, des arbres qui doivent être âgés de plus de 40 ans au minimum, mais qui sont très souvent âgés de plus de 100 ans. Et en France, donc, ce qui a occasionné cet article en 2010, c'est que la découverte d'un pic prune, qui est une espèce protégée et aussi qui est ce qu'on appelle une espèce parapluie, donc qui permet de garantir, si on protège son habitat, une biodiversité et un habitat rare, a ralenti la construction d'une autoroute durant 6 années. Et donc dans le sous-titre de ce portrait d'espèce, il était question d'alliance, et c'est pour ça que je parle aussi aujourd'hui du pic prune, puisque de la même manière, dans le nouveau site qui m'intéresse, la présence d'un pic prune a été l'un des appuis d'une lutte environnementale qui a eu cours en Allemagne, dans la région du Brandebourg. Donc là, on change complètement à la fois de paysage et de problématique. On se trouve donc dans ce qui était l'Allemagne de l'Est, dans l'ex-Allemagne de l'Est, en Lusace précisément, et dans la vallée de l'Acheprey. Donc il y a la rivière de l'Acheprey et en même temps toute une zone de petits canaux naturels, de petites rivières, de petits ruisseaux qui irriguent toute cette zone de la Lusace. Je vais vous présenter, pour situer les choses, la chronologie de ce combat où le pic prune intervient.
En fait, l'Allemagne de l'Est, c'est une région minière, beaucoup, enfin, à la fois le Brandebourg, la Saxe aussi, et une région où l'exploitation minière est prégnante, et l'exploitation du charbon, de la lignite précisément. Et il y a eu un combat pour la préservation double, à la fois d'un village qui s'appelle le village de Lacoma, et en même temps pour une zone naturelle qui s'appelait les étangs de Lacoma. Alors, dans cette région, la plus ancienne mention avérée de ce village, qui en plus, là ça ne joue pas un rôle spécifique dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais je le mentionne quand même parce que c'est important malgré tout dans le paysage général, c'est un village sorabe, donc, où vit une minorité slave qui est implantée en Allemagne de très longue date. Donc c'est 1337, c'est la plus ancienne mention de la présence, de l'existence du village de Lacoma. Au XVe siècle, il y a la création d'un canal, là vraiment anthropogène, donc dans cette région, irrigué de petits ruisseaux, et on suppose que les étangs, ce qu'on appelle les étangs de Lacoma, ont été créés au XVIe siècle, même si on n'arrive pas à retracer précisément les circonstances de cette création, mais donc les étangs existent de longue date, mais ont été créés de la main de l'homme. Alors je fais un bond maintenant temporel. Donc je vous l'ai dit, c'est une zone d'exploitation minière. On est en RDA et en 1983, il y a le projet d'exploitation qui implique, il y a un projet d'exploitation qui applique la destruction de ce village de Lacoma et qui implique aussi la destruction des étangs. Et là, il y a quelque chose d'assez spécifique, c'est qu'il y a des résistances qui sont vraiment marquées, ce qui n'était pas toujours le cas en Allemagne de l'Est. Des résistances donc contre cette destruction, une sorte de lutte environnementale qui commence à s'organiser, qui va échouer et qui aboutit à ce qu'en 1987, à partir de 1987 jusqu'à la chute du mur, la plupart des habitants quittent ce village. Après, les choses ont un peu duré. La propriété minière est passée de l'Allemagne, c'était public, à une entreprise privée suédoise. Et dans le même temps, dans ce village vide de Lacoma, il y a des militants pour la cause environnementale qui vont investir les lieux et commencer à organiser une lutte. En 2003, ce groupe va déposer à Bruxelles une demande de reconnaissance des étangs comme habitat faune-flore Natura 2000, parce que justement, ils ont découvert que dans les étangs, il y avait des pics prunes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Vattenfall n'a pas attendu la réponse de la Commission européenne, n'a pas attendu la fin du processus. Et avec l'appui aussi local et de la commune et du Land, le village a finalement été évacué à la fois par la milice de Lacoma et par la police locale. Fin 2005, l'évacuation du village est terminée, la destruction des étangs commence. Fin 2015, c'est la fin de l'exploitation de la mine de Cottbus Nord. C'est le nom de cette mine. Donc en fait, on a détruit et ce village, c'était un groupe de villages, et cette zone pour 10 ans d'exploitation minière. Donc ce qui m'intéressait ici, c'est de voir comment ce pic prune devient un allié dans une lutte environnementale où beaucoup de recours et de moyens ont été tentés et ils ont tous échoué, sans cependant qu'il y ait nécessairement en fait une attention particulière de la part des acteurs engagés à l'espèce, au scarabée en tant que tel, dont la présence apparaît comme une aubaine en fait, comme un nouveau moyen de lutte, alors que beaucoup d'arguments ont été avancés et qui n'ont pas parvenu à faire basculer le rapport de force. J'ai discuté avec l'un des militants qui était à Lacoma à l'époque. Je lui ai parlé de ce scarabée, de ce pic prune, et j'entendais dans sa réponse qu'il disait « Ah oui, on a essayé ça aussi ». Il m'expliquait, enfin, c'était pas le scarabée spécifiquement, il m'expliquait que c'était une espèce parapluie, et puis que ça avait été une des choses qui avait été tentée. Mais je comprenais que pour lui, l'enjeu de toute cette histoire, encore plus que la préservation du village dans lequel il s'était installé après coup, qui n'était pas non plus son village, c'était la lutte contre le charbon. Et que cette lutte-là, c'est une lutte difficile à mener dans un contexte où l'activité minière a fortement marqué les paysages, mais aussi l'identité de toute une région, outre qu'elle a été longtemps la première pourvoyeuse d'emplois. Néanmoins, on peut souligner que le pic prune était dépendant d'un type d'habitat très spécifique,
ces arbres très anciens des étangs de la Coma. Et ça permet aussi, en ce qui me concerne en tout cas, de penser le caractère irréversible de cette destruction. Dans un communiqué qui a été écrit pour mettre en lumière la lutte environnementale contre Vattenfall, l'association Robin Wood, qui a participé à cette lutte, écrit « La Coma et ses étangs sont irremplaçables ». Et ça fait écho au fait que naturellement, Vattenfall, donc l'entreprise minière suédoise, avait proposé et finalement a mis en œuvre des compensations pour la destruction des étangs. Il a été question, ici encore, de remonter la ligne temporelle dans les compensations qui ont été proposées et donc de rétablir un peu plus à l'ouest des étangs qui avaient été détruits, l'Ashpree, ce fleuve de la région. L'idée, c'était de rétablir l'Ashpree dans ce qui avait dû être son cours d'origine. Mais néanmoins, un tel aménagement ne fournit pas aux pics prunes de nouvel habitat adéquat que seul le temps, en réalité, peut créer. Et là, on a effectivement un dommage où on peut avoir des compensations qui créent une équivalence, mais en tout cas qui ne permettent pas de réparer réellement ce qui a été détruit. Donc je vais en venir à ma conclusion. Je vous ai parlé de récits que j'ai essayé d'analyser, de critiquer aussi. Et ce que j'aimerais maintenant, juste pour conclure, c'est vous proposer le récit que j'essaie de construire aujourd'hui avec vous. Et ce récit qui lie ensemble, outre le fait que c'est deux recherches qui m'ont intéressée, mais qui lie ensemble d'une part le Phragmite, d'autre part le pic prune, New York, Staten Island, au Brandebourg, la RDA, puis l'Allemagne réunifiée. Et ce que j'aimerais souligner, c'est précisément ce que j'ai déjà dit au sujet du pic prune, c'est ce caractère irréversible de toute destruction. Alors ça ne signifie pas la fin de tout, ça ne signifie pas forcément la mort, ça ne signifie pas non plus qu'on ne s'en relève pas, mais simplement que la restauration, la réparation et a fortiori la compensation sont dans une certaine mesure illusoires. Une maison où on a vécu, un étang près duquel on a grandi, qu'ils aient plusieurs siècles ou quelques décennies seulement, sont irremplaçables pour ceux qui y ont vécu et qui voient leur destruction. Je comprends aussi économiquement le geste de la compensation, l'espoir de la réparation. Mais j'y vois en même temps, je veux dire que je ne suis pas en train de dire que c'est dépourvu de sens. Et là, voilà, c'est un avis que je partage, une position subjective. Mais j'y vois en même temps à l'œuvre une pensée qui est précisément économique, la pensée de la compensation, où tout finit par se valoir, une pensée qui nie la réalité de l'attachement à un lieu, celle aussi de la violence subie quand ce lieu est détruit. Le pic prune disparu nous rappelle que tout n'est pas remplaçable ou interchangeable. Quant à la phragmite, dont vous aurez peut-être compris qu'après l'avoir prise pour une terrible plante malfaisante, elle est devenue chère à mon cœur, je vois en elle l'insolence, la résistance de la mauvaise herbe, qu'elle n'est pas, pourtant, mais de cette présence récalcitrante à un récit lisse de recyclage, récit à la fois consolateur et vertueux. Thank you.